D'accord. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons donc reprendre un petit peu ce qu'on a vu ce week-end. Donc nous en sommes à... Nous étudions donc les 4 nobles vérités. Donc le P-bas précédent, nous avons vu la vérité de la souffrance. Et dans ce week-end-là, nous avons vu la vérité de l'origine de la souffrance. On a commencé par la souffrance et après on fait l'origine. Donc on a expliqué pourquoi le Bouddha avait expliqué les choses dans cet ordre. C'était par rapport à la pratique. Il fallait d'abord reconnaître la souffrance avant de vouloir la traiter. Comme quand quelqu'un est malade, il prend d'abord conscience de sa maladie avant d'aller voir un médecin. On ne va pas voir le médecin si on n'est pas malade ou si on n'a pas conscience d'être malade. Voilà, donc c'est pour nous justement faire prendre conscience de ces problèmes que le Bouddha de la souffrance, surtout de la souffrance inhérente au samsara, puisque c'est elle qui est la plus difficile à détecter en fait. La souffrance de la souffrance étant tellement évidente, on n'a pas besoin du Bouddha pour ça. La deuxième, la souffrance du changement est déjà moins évidente, puisque en fait c'est du bonheur déguisé, c'est les sensations agréables qui sont perçues comme agréables alors qu'elles sont souffrances. Et la dernière, donc, c'est plutôt les sensations neutres qui sont partie de la troisième catégorie, donc la souffrance inhérente aux agrégats conditionnés. Donc c'est lié aux 3 sensations. Il y a 3 types de sensations, les sensations agréables, enfin désagréables et une sensation neutre. La première, la souffrance de la souffrance, c'est les sensations désagréables qui apparaissent immédiatement. Dès qu'on a mal quelque part et qu'on ne peut rien faire, c'est la douleur, quoi, en fait. Et ensuite, la deuxième, la sensation agréable, donc ça c'est la souffrance du changement. Puisqu'une sensation agréable si on la poursuit, va se transformer en une sensation désagréable. Comme la chaleur, par exemple. Passer du chaud au froid et inversement. Et ensuite, la troisième, c'est par rapport aux sensations neutres, celles qu'on ne perçoit pas, justement, et qui font partie donc de la souffrance inhérente aux agrégats conditionnés. Voilà. Donc, le canevas pour méditer sur la vérité de la souffrance, c'est très simple. On médite soit sur les 3 souffrances, soit sur les 6, soit sur les 8. Et on les passe en revue comme ça jusqu'à en être vraiment très accoutumé, quoi, les avoir bien perçues. Toutes les souffrances du samsara. Donc ça, c'était ce qu'on a fait le P-bas précédent. Maintenant, pour celui-ci, donc, quel est le plan ? Le plan pour méditer sur la vérité de l'origine. Donc, la première chose à faire, il y a 4 parties, je pense. Si mes souvenirs sont bons, 4 ou 5, ça dépend comment c'est vu. Première partie, reconnaître les 10 facteurs perturbateurs, racines. Les 10. C'est-à-dire donc, qui peuvent être divisés en 2 groupes. Un groupe, les facteurs perturbateurs qui ne sont pas des vues, c'est les 5 premiers, et les 5 derniers, les facteurs perturbateurs qui sont des vues. C'est divisé en 2. Donc il y a 10 facteurs perturbateurs divisés en 2. Ceux qui ne sont pas des vues et ceux qui sont des vues. Donc, ceux qui ne sont pas des vues, c'est l'attachement, la colère ou l'irritation, on dit, deuxième. Troisième, c'est l'orgueil. Quatrième, c'est l'ignorance. Et cinquième, le doute. Okay. Donc ça, c'est les 5 premiers. Et les 5 qui sont des vues, sous-entendu, entre guillemets, ou entre parenthèses, des vues erronées, bien sûr. C'est 6e, donc, la vue de ce qu'on a appelé la collection destructible, ou la saisie du soi personnel. Donc, qu'est-ce que c'est que cette vue ? Pour vous la définir brièvement en une ligne,
c'est une vue pervertie. C'est-à-dire quoi? C'est quoi une vue pervertie? C'est un faux semblant de sagesse, en fait. Ce qu'on prend pour de la sagesse. C'est une sagesse pervertie qui observe les agrégats et les voit comme un soi, en pensant je ou mien. Donc ça, c'est la vue de la collection périssable, de l'ensemble transitoire, c'est Jigtso en tibétain. Jik veut dire périssable et Tso veut dire ensemble. Et donc, voilà, ça c'est la première. La vue de la collection transitoire. Ensuite, il y a la vue des saisies extrêmes, ainsi que les deux vues extrêmes, qui considèrent donc ce qui est appréhendé par la vue de la collection périssable comme permanent, c'est-à-dire ou éternel, si vous voulez, et ou comme complètement, comment dire, inexistant. C'est l'éternalisme et le nihilisme, en fait, comme vue erronée, comme saisie extrême. C'est-à-dire soit que les phénomènes sont permanents, soit qu'ils n'existent pas du tout, qu'au moment qu'ils cessent totalement, qu'il n'y a rien après la mort, par exemple. La 8e, c'est la vue de la surestimation. Qu'est-ce qu'elle avait dit, Valérie? Je ne me souviens plus. Je ne sais pas comment elle l'a appelé. Surestimation. Non, mais le titre qu'elle a donné, c'est peut-être pas exactement celui-là. J'aurais quand même pas. Surestimation des vues. Ouais. Ouais, surestimation des vues. On surestime les vues en les tenant pour supérieures. Renchérisse, oui. Surenchérissement, surenchérit. Ensuite, la 9e, c'est la vue qui surestime les fausses éthiques et les fausses observances. Fausses éthiques. La vue qui surestime les fausses éthiques et observances. C'est une sagesse donc pervertie qui, observant une discipline éthique erronée, comme une pratique ascétique par exemple, qui prescrit par exemple un code vestimentaire, des mœurs, des comportements physiques et verbaux spécifiques, donc les considère comme des causes de purification de négativité ou de libération définitive de l'existence cyclique. Et le 10e, c'est les vues fausses. Les vues fausses, donc, qui affirment que les vies passées et futures n'existent pas, qu'il n'y a pas de loi de causalité, que ça n'existe pas, et au contraire, qu'il y a un Dieu créateur, ou un Dieu qui est créateur, ou une substance primordiale, comme disent les Samkhya, par exemple. Donc ça, c'était le premier point. Reconnaître les facteurs perturbateurs, les perturbations mentales. Donc il faut connaître leur définition. Dès que quand on connaît leur définition, c'est plus simple. On arrive bien à les identifier pour les reconnaître. Qu'est-ce que l'attachement? Qu'est-ce que l'attachement? C'est une question. C'est une question. Attendez, moi je suis attaché à mon café, alors. Quelque chose. Quelque chose. C'est quoi quelque chose? C'est une voiture? C'est un avion? Un camion? Hein? Un phénomène. L'attachement, c'est un phénomène. Non. On est attaché à un phénomène. Ah, on est attaché à un phénomène. Qu'est-ce que c'est que l'attachement, alors? Qu'est-ce que c'est que l'attachement? Hein? C'est croire de façon fausse qu'un phénomène nous est indispensable. Donc, c'est un verbe, alors? C'est un facteur mental. Non, ne l'ai pas mis. On l'a perdu. Pascal a récupéré le micro. Non. Alors, c'est un facteur mental. Hein, c'est ça qu'il faut répondre. D'accord?
C'est pas quelque chose comme ça. C'est un facteur mental. Hein, ou c'est un facteur perturbateur, même, encore plus précis. Hein, ou c'est une émotion perturbatrice. Ou c'est... on peut l'appeler encore un cléchat. Si tu veux utiliser du sanskrit. Oui, tu disais, Cyril, j'ai pas dit là, facteur mental qui... Prends le micro. Un facteur mental qui surestime des qualités. Qui exagère en fait les qualités d'un objet, ouais. d'une personne. Ouais, qui exagère les qualités de quelque chose. Ouais. C'est un facteur mental ouais, qui observe un objet contaminé, hein, pas un objet pur, un objet contaminé, en le trouvant plaisant ou attirant, et qui souhaite absolument l'obtenir. Et parce qu'il surestime ses qualités, bien sûr. Ouais. La pub. Voilà, c'est le principe de la publicité. On surestime les qualités d'un objet pour nous y attacher. Ce café est très bon. Je sais pas. C'est un cadeau. L'hostilité, non, c'était quoi l'irritation ou la colère. C'est quoi, Pascal? Qui? C'est un facteur mental qui nous irrite, qui déclenche chez nous le rejet. Ouais, très bien. Le rejet. Très bien, ok, très bien. Qui déclenche chez nous le rejet. C'est une réaction ouais, de rejet. Très bien. Oui. D'accord. C'est un objet animé ou inanimé? Les deux. Hein, ça peut être les deux. D'accord. L'orgueil? Se croire supérieur, oui, mais j'aimerais bien un peu plus de définition. C'est un facteur mental qui... Oui, à partir de quoi? En dépendance de quoi il apparaît de la représentation que l'on a de soi-même. Oui, bien, pas mal. Hein, et qui la prend comme supérieure. Mais c'est surtout basé sur sur la saisie du soi et surtout de ce comment on appelle ça, la vue de la collection transitoire, hein, la vue de la saisie d'un soi, voilà, comme existant réellement, du soi personnel, la saisie du soi personnel, hein, sûr, forcément dans ce cas-là. Et qui se manifeste par une attitude de supériorité concernant quoi? Supériorité par rapport à... Oui, mais à propos de quoi? Supériorité de quoi? De connaissances, ses qualités, ses capacités, ses biens, sa richesse. Donc des qualités aussi bien internes qu'externes. Ça fait partie de la définition. Hein. Donc, ça, une attitude de supériorité concernant ses propres qualités internes ou externes. L'ignorance. L'illusion. La saisie du soi et l'ignorance, oui, pour certaines écoles, oui, il faut dire la saisie du soi, c'est l'ignorance, oui. Oui. Mais plus que ça? Oui. Un manque de connaissances dû à un esprit confus, dispersé. Je répète, c'est bon. Oui, manque de compréhension. Oui. Dû au fait que l'esprit ne voit pas les choses
telles qu'elles sont, hein, ou ne comprend pas, ou les comprend de manière erronée. Par exemple, la nature des 4 vérités, ou les actions et leurs résultats, les 3 joyaux, tout ça. Hein. Le doute. Qu'est-ce que le doute ? Alors, le doute, là, c'est un doute négatif. Hein. Quand on remet en question. Oui, c'est ça. Se remettre en question, c'est pas forcément mauvais alors, à ce moment-là. Réfuter, voilà. On veut tout de suite les réfuter. Hein. Montrer que ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'analyse derrière. C'est quelque chose qui vient presque instinctivement et comme un refus, quoi, comme un rejet. C'est pas un doute positif qui permet justement de se poser des questions, mais plutôt un doute négatif qui n'est pas fondé sur une analyse. Ok. Bon, donc ça c'est la première partie, bien identifier les perturbations mentales. La deuxième partie, c'est l'ordre dans lequel ces facteurs perturbateurs, ces émotions perturbatrices apparaissent. C'est qu'il faut. Donc, qu'est-ce qui apparaît en premier ? L'ignorance. Voilà. L'ignorance qui conçoit un jeu, et en concevant un jeu, elle conçoit ensuite le mien, un mien, ce qui m'appartient, ce qui appartient à ce jeu. Hein ? Donc d'abord le jeu, ensuite un mien, et les deux comme existant intrinsèquement. Hein ? Le jeu existe intrinsèquement, le mien existe intrinsèquement. Donc c'est ça qu'on appelle la vue de la collection transitoire ou périssable ou destructible. Hein, Geshe-la a dit qu'il y avait deux écoles, hein, ceux qui considèrent donc la collection transitoire et l'ignorance sont une seule et même chose, et une école qui considère qu'elles sont différentes. Pour les Prasangika, donc l'école supérieure, philosophique supérieure, la collection transitoire et l'ignorance sont une seule et même chose. C'est-à-dire que c'est la racine de toutes les perturbations. Donc finalement, toutes les perturbations apparaissent de la collection de l'ignorance, qui est la collection transitoire. En fait, c'est considéré qu'il y a un jeu sur les agrégats, hein, en quelque sorte. Donc d'abord l'ignorance qui conçoit un jeu et un mien comme existant intrinsèquement. Et de là, donc, naît la discrimination par rapport à l'autre. Hein. S'il y a un jeu qui existe intrinsèquement, il y a forcément un autre qui existe lui aussi de manière intrinsèque. Et à partir de là, c'est l'attachement. L'attachement à tout ce qui appartient au jeu, ou qui est du côté de ce jeu, dans son propre camp, on va dire, et l'aversion envers tout ce qui appartient à l'autre, ou qui est dans le camp de l'autre. Donc, à partir de ce soi, de l'observation de ce soi qui existe de manière intrinsèque, l'orgueil surgit. Et sur la base de la vue de la collection transitoire, qui saisit un jeu existant intrinsèquement, on développe la vue extrême que ce jeu doit être soit éternel, soit éternel ou indépendant, permanent, comme un Atman, ou au contraire voué à la complète annihilation. Donc qui sont considérés comme des vues supérieures. Complète annihilation. On considère ça comme des vues supérieures. Éternel ou au contraire qui cesse complètement, qui est complètement détruit, complète annihilation. Donc soit permanence, soit complète annihilation. Quand le corps est détruit au moment de la mort, par exemple. On pense ça. Donc ça, c'est l'ordre d'apparition des
facteurs perturbateurs. Deuxième point. Troisième point, les défauts des perturbations mentales. Donc, les perturbations mentales, eh bien, quels sont leurs inconvénients? Il y en a, bon, là, il y en a cité surtout Shantideva, comme trouble l'esprit, c'est ça. Elles enlèvent la paix de l'esprit. L'esprit est automatiquement agité, perturbé. Il perd sa paix. Ouais, ça, c'est le premier inconvénient. On peut l'observer soi-même. Par rapport à l'objet qu'on observe, quand il y a une perturbation mentale, l'objet que l'on observe, qu'on a en face de soi, qui est notre objet, quoi, il est vu de manière complètement erronée. Soit avec trop de qualité, soit avec pas assez, soit avec que des défauts, soit avec orgueil, soit d'une manière considérée comme étant une vue supérieure, etc. Donc l'esprit est dans l'erreur par rapport à l'objet qu'il observe. C'est le deuxième inconvénient des perturbations mentales. Donc quand vous êtes en colère, c'est que vous déformez en fait la vision que vous avez de l'objet. Quand vous êtes attaché à quelqu'un aussi, ou à un objet, c'est que vous êtes aussi, votre esprit il est dans l'erreur par rapport à la réalité de cet objet. D'accord ? Donc, troisième défaut des facteurs perturbateurs. Oui. Oui, sous l'emprise des facteurs perturbateurs, on continue à créer du karma négatif. Toujours négatif. Et, ouais. Et peut-être même... ce qu'on peut même ajouter, c'est que ça crée encore de la familiarisation, de l'accoutumance. Il y a un facteur d'accoutumance au facteur perturbateur. Hein? Plus on les laisse libres comme ça, plus ça renforce notre accoutumance. Si bien que le même facteur perturbateur va continuer à apparaître sans cesse, si on ne fait rien. Ouais. Attends, les questions, alors vas-y, prends le micro si tu veux. Merci Pascal. Je ne sais pas si je vais réussir à bien la formuler, mais quand on dit qu'on crée des karmas négatifs sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs, moi je me suis posé la question parce que je viens d'observer les derniers temps. Hein, et, tu viens, pardon, j'ai bien observé les derniers temps, mes facteurs perturbateurs. Oui. Et je me disais que, est-ce que ça... c'est pas que ça engendre, mais est-ce que les graines karmiques aussi, ce qui est sur le continuum de notre esprit depuis longtemps, le fait que, par exemple, l'irritation qui revient comme ça en boucle, des fois qui surgit, puis, est-ce que c'est uniquement parce qu'on a légitimé un peu ces facteurs perturbateurs, c'est-à-dire on les a laissés aller, ou est-ce que c'est déjà des choses qui sont bien ancrées au niveau des... Moi, je dirais un peu les deux quand même. Je dirais un peu les deux. Un peu les deux. Hein. Les choses sont déjà bien ancrées, il y a les graines, et puis on continue à nourrir les graines. Quoi, c'est ça. Hein. Ouais. Alors, oui, c'est-à-dire qu'on crée du karma négatif, mais qui entretiennent ces graines aussi. Oui, d'accord. C'est ça. Donc, comme inconvénient, c'est que si on crée du karma négatif, c'est extrêmement nuisible à soi-même. Toutes les perturbations mentales sont nuisibles à soi-même et aux autres. Que ce soit l'attachement, c'est nuisible à soi-même et c'est nuisible à l'autre aussi. Et la colère, bien sûr, évidemment, tout le reste. L'orgueil, nuisible à soi-même. Pourquoi est-ce que l'orgueil est nuisible à soi-même ? Au contraire, l'orgueil a plutôt l'air de vouloir notre bien, être plutôt... Pourquoi est-ce que l'orgueil est nuisible à soi-même ? Je n'ai pas la réponse, hein. Ça m'est pas apparu comme ça, je ne sais pas. On va essayer de trouver la réponse ensemble. Hein. Je sais pas. Ça renforce la saisie, oui, très bien. Ouais. On ne se voit pas tel qu'on est. Il y a une distorsion par rapport à ce qu'on est et ce qu'on veut paraître, Par rapport à son entourage aussi, il y a on a moins envie d'évoluer, très bien. Ouais. On est content de ce qu'on est. Et pourquoi évoluer ? Très bien, oui.
Et donc, finalement, c'est un frein au développement spirituel. Tout à fait, très bien. Ensuite, donc à cause, oui, on a parlé, le karma négatif, on l'a dit. Comme sensation, quand on est prisonnier des perturbations mentales, les sensations que l'on a, aussi bien physiques et tout ce qui se passe dans l'esprit, c'est que ça reste douloureux. Hein. Ça fait partie de la vérité de la souffrance, quand même. C'est souffrance. Ça enlève la joie. Ça enlève la joie. C'est un facteur, un inconvénient. Ça enlève la joie et ça crée de l'appréhension. Ça crée de l'appréhension, donc de la peur, manque de confiance en soi. L'orgueil, c'est un manque de confiance en soi, quelque part. Ensuite, bon, pour celui-là, notre mauvaise réputation se répand dans toutes les directions. Je vous le laisse apprécier. Bon, les personnes excellentes, il y a les êtres sublimes, les maîtres, les personnes que l'on pourrait qualifier de supérieures, si on voulait, ne vous aiment pas, ne vous apprécient pas. Alors, les facteurs perturbateurs sont à l'origine des souffrances de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort. Ça, je ne sais pas si vous voyez pourquoi. Les facteurs perturbateurs sont à l'origine des souffrances de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort. Pourquoi ? Donc ça, c'est dit dans les textes. Hein. Pourquoi ? Oui ? Parce que c'est à cause de ces facteurs perturbateurs qu'on tourne dans le samsara et qu'on fait l'expérience de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort. Les facteurs perturbateurs détruisent la vertu et affaiblissent les ressources. Vertu, bon, c'est sûr. Affaiblir les ressources. On épuise le karma positif. Voilà, c'est ça. On peut le comprendre comme ça. Ils détruisent l'espoir d'une renaissance favorable, puisqu'on accumule du karma négatif. Donc, on a peu de chances de renaître dans des bonnes destinées. On meurt dans le regret, à cause d'avoir laissé son esprit en proie aux perturbations mentales et de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour essayer d'être meilleur, je suppose. Donc, du regret au moment de la mort. Nos objectifs ne sont jamais atteints parce que... Ben oui. Pourquoi ils ne sont jamais atteints ? Nos objectifs ne restent jamais atteints à cause des perturbations mentales. Parce qu'on n'utilise pas les bons ingrédients. C'était quoi les ingrédients ? Les antidotes. D'accord. Ouais. Donc, et ça, oui, mais pourquoi on n'arrive pas à atteindre nos objectifs à cause des perturbations mentales ? Parce qu'on manque de calme mental, forcément. Donc, le calme mental est une manière de voir justement ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Et donc, d'éliminer ce qui n'est pas et puis de diriger vers son esprit, vers ce qui est. Hein. Donc, les objectifs, à ce moment-là, on est plus capable de les voir. Ce qui sont favorables et ce qu'il faut abandonner. Manque de discernement, tout à fait. Ça, c'était le troisième point. Donc, on est donc dans les facteurs perturbateurs. Et à partir de là, on passe à la deuxième cause, à la deuxième origine de la souffrance. Hein ? Il y a deux, quand on parle de l'origine, il faudrait dire des origines de la souffrance. Il faudrait le mettre au pluriel. On va dire quelle est l'origine de la souffrance, il faut dire quelles sont les origines de la souffrance, c'est les facteurs perturbateurs et le karma. Hein ? C'est deux choses. Hein ? Donc vous pouvez le mettre au pluriel. Donc là, maintenant, on voit le deuxième facteur
deuxième cause, deuxième origine, le karma. Donc ça, on l'a déjà étudié, le karma. Et là, on y revient, sans rentrer dans les détails, on va dire. Mais donc, on distingue le karma d'un point de vue, on va dire, corps, parole, esprit. Donc, le karma qui est dans l'esprit, ce qu'on appelle le karma mental, hein, ou qui est volition. Ça reste au niveau de la volition. C'est le premier aspect du karma. Le deuxième aspect, c'est le karma voulu, qui est mis en action, soit par la parole, soit par le corps. Donc ça faisait référence aux 10 actions, par exemple, non vertueuses. Ou vertueuses. Voulu ou pensé, voilà. Voilà, on peut le traduire. Bon, si on met volition, on garde le même verbe, hein, c'est-à-dire le verbe vouloir. Donc c'est pour ça que Valérie utilise le terme voulu. Hein, parce que dans un cas, c'est actif, on va dire. Et l'autre, après, c'est pas actif ou passif, mais c'est mis en acte, quoi. Ça a été voulu et on l'a voulu par l'esprit. C'est l'esprit qui dirige le corps et la parole. Donc, voilà. La volition, tandis que la volition est uniquement au niveau mental. Les termes tibétains sont très proches. Dans un, c'est Sempele et l'autre, c'est Sampele. Donc, on a gardé un petit peu quand on traduit, on essaie de garder quand même, rester assez proche du tibétain malgré tout, et du sens, bien sûr. Et donc là, c'est pour ça qu'on utilise le même verbe. Donc, sempa, ça veut dire penser. Hein. Donc, hein. Ok, ça allait, hein. C'était pas trop difficile, ça. Vous avez compris cette histoire. Donc, c'est pas... Bon, après, le karma peut être divisé en 3 ou en 2. Hein. Si on le divise en 3, on parle de... si on le divise en 2, on parle de karma vertueux et non vertueux. Hein. Si on le divise en 3, on parle de karma méritoire, non méritoire et immuable. Ou, non, elle dit non fluctuant. Ouais. Ouais, je dis immuable, mais enfin, peu importe. C'est pareil, ça a le même sens. Oui. Non changeant, inchangeant, immuable, c'est-à-dire invariable même. Hein. Donc, ça c'est clair, les trois. Hein. Donc, par rapport à Shiné, vous avez, par rapport au calme mental, hein, donc, là, fait référence au lamrim intermédiaire en disant que c'est Valérie qui en a parlé, je ne sais plus. Il parlait du lamrim intermédiaire où c'était par rapport au mode d'accumulation. Donc, je vous dis le lamrim intermédiaire, comme ça vous aurez la version qui donne ici. Quoique, après avoir pénétré manifestement le non-soi, il y ait naissance dans le cycle sous le pouvoir des actions et des passions, il n'y a pas de nouvelle accumulation d'actions projetantes. C'est-à-dire, si vous réalisez le non-soi, même si vous renaissez dans le cycle des existences, vous ne créez pas de karma. Vous ne renaissez pas sous le pouvoir des actions et des perturbations mentales. Donc, il n'y a pas de nouvelle accumulation d'actions projetantes, c'est-à-dire introductrices. Voilà. Voilà. Quand une fois qu'on a réalisé la vacuité, on n'accumule plus de karma introducteur. C'est fini. Donc ça me fait penser, je pense que c'est clair pour tout le monde. Qu'est-ce qui est premier, le karma ou les perturbations mentales? Les perturbations mentales. Parce que si on a éliminé le karma, si on a éliminé les perturbations mentales, on ne crée plus de karma. Hein. Tandis que si on a éliminé le karma, mais qu'on a encore des perturbations mentales, ben on continue à accumuler du karma. Oui, attends, il y avait deux lignes. Oui, vas-y, c'est pas grave, l'un et l'autre. Oui, il y a deux lignes aussi qui a une question. On ne peut pas accumuler du karma positif? Parce que là, on parle tu dis on oui, négatif. Plus de karma, voilà, de karma négatif. On est plus projeté par le karma négatif. Ce matin, il a été abordé la notion de karma physique, du moins c'est ce que j'ai noté, karma physique ou verbaux. Oui. Ce sont les karmas pensés. Oui. Et
Et j'ai noté, donc, il y a donc les karmas mentaux ou pensés. Et Non. du coup... Karma, oui, il y a deux types de karmas, les karmas mentaux ou les karmas pensés. Ok. Du coup, ça a créé une perturbation mentale chez moi. Je ne sais pas si c'est un doute, on va dire. Un doute perturbateur, non, c'était un petit jeu de mots, parce qu'on parle de ça. Je n'arrive pas à faire le distinguo, en fait, entre le karma mental et pensé, du coup, parce que pour moi, c'est la même chose, en fait. Ouais, c'est pas la même chose, non. Karma mental, justement, ça fait référence à la volition. Hein, c'est-à-dire ce qui se passe dans ton esprit, hein, la volition. Tandis que le karma voulu ou le karma pensé, c'est ce qui découle, c'est ce qui a été créé, c'est ce qui découle en fait du karma mental. De la notion de physique en fait. Voilà, physique ou verbal. C'est l'action quoi en fait. Oui, si tu veux. D'accord, ok. Karma veut dire action, mais c'est trop vague le mot action. C'est pour ça, si on ne traduit que par action, ça explique pas tout ce que c'est que le karma. Donc c'est pour ça qu'on rentre dans ces détails, pour bien comprendre tout ce que c'est que quand je dis action, la notion de l'acte en fait. Oui, acte verbal ou acte physique. Exactement, acte verbal ou physique, c'est ça. Tandis que le premier, c'est comme un acte mental, si tu veux. Ça marche. Je fais le distinguo maintenant. Okay, merci, Christian. Ok, avec plaisir. Donc, lorsqu'avec ce support humain, sont créés par les trois portes des composants non vertueux tels que le meurtre, on se trouve en présence d'une accumulation d'actes non méritoires. Okay. Quand sont créés des composants vertueux du domaine du désir tels que la pratique du don ou la garde de l'éthique, il s'agit d'une accumulation d'actes méritoires. Okay. Et quand sont cultivés le calme continu et autres inclus dans le plan des recueillements du sans-forme, on a une accumulation d'actes immuables. Et donc les actes immuables font renaître dans le sans-forme, dans la forme et le sans-forme. Les facteurs méritoires font naître dans le royaume du désir, dans le monde du désir, et les facteurs non méritoires dans le samsara, hein, dans les six mondes. Dans les mondes inférieurs, pardon. Oui. Dans les enfers. Alors, une chose qu'on a... Donc ça, c'était le 4e point sur le karma. Et 5e, les causes des perturbations mentales. Alors ça, c'est bien traité, je trouve, par Geshe-la. Pas sûr que le reste n'a pas été bien traité, mais... ça, c'était bien... C'était comment Et il y a des précisions par rapport à... ce que j'avais entendu avant. Ah oui. Je le retrouve. Voilà, les 6 facteurs qui favorisent les perturbations mentales ou les causes des perturbations mentales. Hein. Ou les facteurs qui suscitent l'apparition des perturbations mentales. Ça, c'est très bien de les connaître, hein, ces 6 facteurs. Hein. Donc le premier facteur, c'est les graines. Hein. La présence de graines dans notre continuum mental. Ça, c'est très intéressant. Il y a des graines. Donc quand les conditions extérieures apparaissent, les graines donc, font apparaître des perturbations mentales. Alors là, il y a toute la question de savoir où sont stockées les graines. Qu'est-ce qui fait que les graines passent de vie en vie comme ça, hein? Elles sont où ces graines? Comment là, c'est tout un domaine de débat entre les écoles. Hein? Pour certains, donc, les graines sont stockées dans une conscience, comme on appelle la conscience fondamentale, la conscience base de tout, où sont stockées les graines positives et négatives. Et c'est ça ils se servent de cette conscience pour expliquer le passage d'une vie à l'autre. Hein. Mais les Prasangika rejettent cette conscience. Ils disent qu'il n'y a pas besoin de ça pour que les graines passent. Alors, on n'a pas besoin d'utiliser ce modèle théorique, disons, que ce n'est pas une réalité, en tout cas, cette conscience. Donc pour eux, il n'y a que 6 consciences, il n'y en a pas 8.
Bref, donc c'est les graines. Hein. Donc peut-être qu'on on en reparlera plus tard avec Geshe-la, justement, ce sera un sujet intéressant, justement, de voir comment on explique, comment ces graines transportent, en fait, des actions négatives. Ou, oui, des potentialités. Ouais. J'avais compris depuis le début des débats que les graines, en fait, sont véhiculées par les empreintes thermiques. C'est pas du tout pareil, les graines, elles empreintent. Parce que c'est justement ces empreintes thermiques alimentent ces graines, en fait, nourrissent ces graines. Oui, elles sont, elles les entretiennent. Oui. Elles les entretiennent, oui. Mais c'est pas ça qui les porte. Non, c'est deux choses différentes. Les graines et les empreintes. Les empreintes, c'est quand on a fait une perturbation, quand on a une perturbation mentale et qu'on continue à l'activer, et tout ça, et ça laisse de plus en plus d'empreintes dans notre continuum mental. Les graines, c'est ce qu'il y a avant. C'est ce qui est là, à l'état latent, on veut dire. Tu vois. D'accord. Donc, du coup, je n'ai pas compris où sont stockées les graines, alors. Moi non plus, je ne sais pas où elles sont stockées. Je ne peux pas te le dire, j'en sais rien. J'aimerais bien le savoir. Non, ce sont les facteurs qui favorisent les perturbations mentales. C'est fini le karma. C'est les facteurs qui... en fait, c'est une partie qui est dans les perturbations mentales. Comment les perturbations mentales... qu'est-ce qui les favorise? Donc, c'est les graines. Ensuite, c'est quoi? L'objet. Donc, si on évite la rencontre de l'objet, forcément, les perturbations mentales n'apparaissent pas. Donc, on dit que c'est la meilleure solution quand on a un problème avec quelqu'un ou quelque chose, c'est de ne pas rencontrer cet objet, déjà. Hein? Ça évite justement que la perturbation mentale apparaisse. Ensuite, il y a les interactions sociales, hein? C'est-à-dire toutes les influences négatives que l'on pourrait avoir par nos interactions avec certaines personnes. Hein, des interactions sociales, certaines interactions sociales qui font apparaître des perturbations mentales. En ce moment, on n'a pas de risque. C'est bien le Covid. Enfin, non, je ne vais pas dire ça quand même. Non, pas pour tout le monde, évidemment. Ensuite, comment on peut appeler ça? Tout ce qui est inutile, les discussions inutiles, les lectures inutiles, les films inutiles, les conférences inutiles, les discours inutiles, qui ne sont pas vraiment fondés sur une sagesse, mais plutôt sur l'entretien des perturbations mentales. Des films, des lectures qui entretiennent ça. Après, tout dépend de la motivation, hein, bien sûr. Si on peut lire des livres, justement, pour essayer de comprendre justement certains aspects du fonctionnement. Comment ? Exemple, pour rire, je regardais la télé-réalité en ce moment avec, vous savez, qui sont enfermées des personnes dans une maison. Et justement, je t'avais appelé, Yamina. Et j'ai dit, en fait, je regarde, mais en prenant conscience qu'il y a vraiment de la souffrance dans cette télé-réalité. Et ça me faisait de bien de le voir, quoi. Voilà. Bref. Exactement. Voilà. Ouais. Après, tout dépend comment on réagit par rapport à ça, évidemment. Donc ça, c'était tout ce qui est inutile. Ensuite, il y a la force de l'habitude ou de l'accoutumance. On a certaines tendances naturelles à certaines perturbations mentales à cause de nos habitudes. Donc ça favorise justement les perturbations mentales. Et il y a l'attention inappropriée. Ça, c'était très intéressant, cet aspect. Je trouve on trouve superposer quelque chose d'autre à l'objet, en fait. Au lieu de voir l'objet, c'est-à-dire on n'est pas concentré sur l'objet lui-même, mais on est concentré sur ce qu'on met en plus sur l'objet. Donc en fonction de nos empreintes, soit de la colère, soit de la jalousie, soit de l'attachement, de l'orgueil, parce qu'on a une attention inappropriée, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur certaines caractéristiques que l'on perçoit, caractéristiques agréables dans certains cas ou caractéristiques désagréables dans d'autres. Et on va se concentrer là-dessus. Donc c'est une attention inappropriée.
parce qu'on se concentre en fait soit sur des qualités que la personne n'a pas et ça fait apparaître l'attachement, soit sur des défauts que la personne n'a pas et ça fait apparaître l'aversion, ou sur des qualités que l'on n'a pas et ça fait apparaître l'orgueil. Hein. C'est ça qu'on appelle inapproprié dans ce cas-là. Quand on pratique Shiné, c'est une concentration appropriée parce qu'on se concentre sur un objet, comme le Bouddha, auquel on voit des qualités qui sont réelles. Hein, il y a ces 112 marques majeures et mineures. On fait Shiné, on se concentre sur ces qualités réelles. Quand dans le cas des perturbations mentales, on se concentre sur des qualités projetées par notre esprit ou sur des défauts projetés par notre esprit. Donc irréels, du point de vue de l'objet. Donc inapproprié, parce que ça fait naître de la souffrance. Ses qualités, dans un cas, et ses défauts aussi. Ok, bon. Bon, pour Shiné, oui, c'était intéressant ce qu'a dit Geshe-la, j'ai trouvé, par rapport à justement la motivation quand on fait Shiné. Si on fait Shiné sans discernement, sans motivation altruiste ou renoncement, eh ben c'est une cause, en fait, pour maintenir le cercle des existences, le samsara. Donc, et vouloir peut-être renaître, c'est ce qui fait renaître dans les mondes de la forme et du sans-forme, où les absorptions sont de plus en plus profondes. Hein, d'accord ? Mais s'il n'y a pas la motivation de bodhicitta ou du renoncement, ça reste lié au samsara. Donc, et bien sûr, Shiné, le calme mental, c'est une pratique importante, puisqu'elle conduit à l'éveil, à condition que la motivation soit une motivation d'éveil, et pas une motivation de samsara, et pas une cause de samsara. D'où l'importance, vous voyez, de la motivation dans ce domaine. Et je voulais dire quelque chose que j'ai oublié. Je sais plus. Oui, pour Shiné, il y avait pas une question qui était posée aussi, si ça conduisait à l'éveil. Oui, effectivement, c'est une pratique. Puisqu'on développe la concentration, c'est nécessaire de cultiver Shiné. Ok. Bon, on s'attaque, pas vraiment, mais juste pour dégrossir un petit peu. Je vais laisser Geshe-la quand même compléter ce qu'il a voulu dire. Valérie a fait passer un schéma qui correspond sans doute à ce qu'elle va expliquer tout à l'heure, donc je ne veux pas trop empiéter dessus, parce qu'elle va sans doute donner des explications plus précises et peut-être plus justes que ce que je vais dire. Je vous redonner, vous l'avez ici quand même, la liste. Il faut bien les connaître, ces 12 facteurs de la production interdépendante, ces 12 liens de l'origine interdépendante. Parce que, après, on ne sait pas où ils sont. Donc, méfiez-vous, il y a un ordre de présentation et il y a un ordre de fonctionnement. Et ce n'est pas le même. Et c'est ça qui nous induit en erreur. Donc, l'ordre de fonctionnement, l'ordre de présentation, c'est une liste, de 1 à 12. C'est une certaine liste. Mais après, quand on l'explique comme ça, on explique l'ordre de fonctionnement, on en prend un ici, un là, et on voit comment il fonctionne, par groupe pour certains, ou individuellement pour d'autres. Mais il faut déjà avoir bien en tête l'ordre de présentation, pour pouvoir vraiment les situer. Donc l'ordre de présentation, il est donné là, dans le schéma que Valérie a fait passer. Donc c'est l'ignorance, le karma introducteur, donc ils sont dans l'ordre, la conscience. Donc vous voyez que la conscience est divisée en une conscience causale et une conscience résultante, soit au niveau de la cause, soit au niveau de l'effet, la conscience. Donc ça, je pense qu'elle l'expliquera. Donc quatrième lien, le nom et la forme. Cinquième, ce qu'on appelle les bases de connaissances, c'est les 6 sources en fait. Les sources visuelles, olfactives, tangibles, auditives, liées aux 6 sens. Voilà. C'est ce qu'on appelle les bases de connaissances. On connaît les phénomènes en fonction de nos 6 sens. Les 6 sens. Ensuite, donc le contact, la sensation, la soif, la saisie,
ou l'avidité, oui, les deux vont. Devenir ou existence, la naissance, la vieillesse et la mort. Donc voilà les 12 liens. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Alors, vous avez CI, RI, CE, RE. Ça, c'est important. Parce qu'il y a 2 causes et il y a 2 résultats. Vous avez la cause introductive, CI, et vous avez la cause établissante ou accomplissante. Elle a dit aussi accomplissante. J'aime bien accomplissante ou établissante, comme vous voulez. Et la cause introductrice ou introductive. Okay. Donc, à la cause introductive correspond un résultat introduit, et à la cause établissante correspond un résultat établi. Hein, cause-effet. Donc, on retrouve les deux. Donc, CI-RI, CE-RE. Donc, si on regarde ce schéma, hein, si on fait ça sur 2 vies, un cycle sur 2 vies, hein, d'abord. Donc vous avez les 3 premiers, l'ignorance, le karma et la conscience, hein, qui sont les 3 premiers liens. Et donc, à cause de l'ignorance, on crée une action. Cette action laisse une empreinte dans la conscience. Okay ? C'est les 3 vont ensemble. Hein. Ignorance, karma, conscience. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc les causes introductives. Au moment de la mort, il y a des facteurs activateurs. C'est les CE. Les CE qui sont en face, là. Les 3 CE, c'est-à-dire la soif, la saisie et le devenir. Ah oui, je veux préciser que pour les gens qui nous suivent sur Internet, on vous enverra ce schéma en même temps que les questions, c'est-à-dire mardi, je pense. Donc vous l'aurez aussi. Pour l'instant, vous ne l'avez pas, mais vous pourrez le voir à partir de mardi. Donc oui, je disais que... Qu'est-ce que je disais ? Voilà. Au moment de la mort, vous avez les 3 facteurs activateurs, la soif, la saisie et le devenir, qui font mûrir cette empreinte qui était laissée dans la conscience au moment de la cause, hein, conscience causale. Hein, et ça va vous propulser vers une nouvelle existence. Alors, cette nouvelle existence, il y aura les 4 RI, là. Vous voyez, les 4 RI, au moment de la nouvelle existence, c'est-à-dire nom et forme, c'est-à-dire vos agrégats, en fait. Hein. L'agrégat nominal, vous appelez un tel, et vous avez une forme. Okay. Ensuite, vos sources sensorielles, vos 6 sources. Ces 6 sources sensorielles vont vous mettre en contact avec des objets, des sens. Toucher, oui, vue, etc. Et ces contacts vont amener des sensations agréables, désagréables ou neutres. Okay. Ensuite, ça c'est les 4 résultats qui ont été introduits. Par quoi ils ont été introduits ? Par les facteurs, par l'ignorance, le karma et la conscience, qui ont été activés par la soif, la saisie et le devenir, qui sont des causes, comme on l'appelle, établissantes. Et enfin, après, il y a les deux RE, qui tout en haut, 11 et 12. Les 11 et 12 qui sont la naissance. Naissance, c'est pas le moment où c'est le moment de la conception, hein, c'est bien clair. C'est-à-dire le premier instant de la conception. Clac. Et ensuite le deuxième instant et les instants suivants. Hein. À partir du deuxième instant, vous avez le vieillissement et la mort. Et tous les instants suivants confirment ça jusqu'au moment de la mort. Donc ça, c'est en deux vies, ça. Hein, okay. Première vie, vous avez les 3 premiers liens. Et deuxième vie, vous avez tous les autres. Les 9 autres. Ensuite, 3 vies. 3 vies, premièrement, vous avez les 3 CI, ignorance, karma et conscience. Ensuite, vous avez les 3 CE, les facteurs activateurs, dans la deuxième vie. Et dans la troisième vie, au plus,
vous avez les autres, là. C'est-à-dire les 4 RI et les 2 RE. Ça fait 12. Ouais. Question, micro, s'il vous plaît. Donc voilà, vous vous y retrouvez un peu plus, c'est un peu plus clair avec ce schéma. Les RI, on n'a pas encore repris une forme humaine. C'est ce qu'on a dans la conscience au moment où on va avoir dans la conception, on est d'accord? C'est pas encore au moment de la naissance. C'est ça. Et la naissance n'a pas eu lieu. Donc là, en fait, on est un peu c'est l'état intermédiaire quelque part, non? Où on a déjà trouvé un corps et on va rentrer dans le corps. Si elle est 6 sources, c'est forcément que vous avez un corps. Comment voulez-vous Vous avez le nom et la forme qui sont les agrégats. Dans ce cas-là, pourquoi il y a la naissance arrive? Pourquoi la conception arrive après? C'est ça que je ne saisis pas dans ces cas-là. Ouais. Oui, c'est pour ça que je donc dis ça. Donc c'est sûrement au niveau de l'existence intermédiaire. C'est bien ça. Donc les 4 RI, c'est en fonction des... Ouais. Okay, puisqu'après, on prend la naissance et la conception. Et la conception. C'est comme ça qu'on à préciser, tu poseras la question à Valérie pour être sûr. Ok. Hein, d'accord. Je ne veux pas m'engager, mais... Ouais. Ouais. C'est à partir... Oui, à voir. Ouais, à voir, oui. Moi, je voulais revenir sur la méditation de ce matin sur la perturbation de l'attachement. Tu nous as donné, par exemple, la technique de voir les défauts de l'objet. Oui. Donc, en fait, je voulais savoir si, en réfléchissant sur les défauts de l'objet, si on ne va pas entretenir d'autres perturbations. Et ensuite, si on s'éloigne, enfin, si on arrive à s'éloigner peu à peu de la saisie du soi, est-ce que au niveau, oui, est-ce que si on s'éloigne de la saisie du soi, oui. Est-ce que on ne va pas du coup créer une insensibilité ou une indifférence à ce qui nous, à ce qui nous entoure? Si on s'éloigne de la saisie du soi. Ouais, si on s'éloigne de la saisie du soi, puisque ce qui pourrait se produire. Qu'est-ce que ça veut dire s'éloigner de la saisie du soi? C'est-à-dire que en fait, la perturbation, il me semble qu'elle renforce l'existence du jeu. Donc on souffre parce que en fait, si on souffre, c'est parce que nous-mêmes on projette sur l'objet donc des attentes, des. Oui. Alors là, et donc si on arrive peu à peu à s'éloigner de ce jeu-là solide là, donc du coup ça va créer un espace, une distance, oui. Et du coup on va mieux percevoir l'autre, enfin on va en fait pouvoir aussi voir les perturbations de l'autre. Mm-hmm. On va peut-être les voir, tout à fait, oui. Être plus attentif, être plus réceptif à ça. Oui. Et donc du coup je me disais, mais est-ce que ça va pas nous couper par exemple, de poser une limite de danger ou par rapport à l'autre. Donc la première question, c'est est-ce que en voyant les défauts de l'objet, est-ce que ça n'induit pas du coup d'autres perturbations? Puisqu'on dit l'objet il est vilain, il est ceci, il est cela, il est moche. Dans le cas d'une méditation sur l'attachement, par exemple, tu utilises ça comme un contrecarrant pour contrecarrer ton attitude à vouloir saisir les qualités de la personne. Donc tu fais l'antidote, c'est-à-dire l'inverse. Au lieu de lui voir des qualités, tu lui vois des défauts pour équilibrer. Hein, ça ne veut pas dire que cette personne elle a ses défauts, forcément, mais c'est-à-dire tu essaies de voir forcément, tu minimises les qualités et tu augmentes les défauts. C'est une stratégie en fait. Hein, c'est une stratégie pour essayer d'équilibrer et de moins être attaché. Après, justement, ces défauts-là, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas les grossir ou pas? C'est là où il faut être vigilant, bien sûr.
Dans ce cas-là, de toute façon, réel ou pas, peu importe. Hein. Vu que les qualités sont de toute façon irréelles, puisque tu les projettes dessus, tu peux très bien aussi projeter des défauts plus ou moins réels, mais en fait auxquels tu accordes quand même une certaine réalité. S'ils sont complètement irréels, tu ne vas pas les considérer vraiment, ça ne va pas t'aider. Donc il faut quand même les considérer avec une certaine réalité. Donc là, tu ne fais pas comme si tu n'avais pas de saisie du soi. Tu as la saisie du soi, tu as la saisie de l'existence intrinsèque. Et tu fonctionnes avec ça. Hein. Comme l'a dit Geshe-la, il faut se servir des deux antidotes. La vacuité, qui est vraiment l'antidote formidable pour tout. Mais comme c'est difficile de traquer ou d'avoir cette réalisation de la vacuité, on se sert aussi des antidotes. Donc on fait avec les deux. Et les deux sont complémentaires. Alors, pour te dire exactement comment ça fonctionne, est-ce que ça va faire engendrer... Ça dépend des individus, ça dépend du karma que l'on a, ça dépend des graines que l'on a, ça dépend des tendances que l'on a. Je ne sais pas, je ne peux pas te donner de vérité, de réponse comme si c'était une vérité absolue, tu vois. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter, je pense, par soi-même. C'est quelque chose à expérimenter. En tout cas, c'est un antidote qui contrecarre certaines tendances. Après que ça en amène d'autres tendances, il y a du cheminement quand même, hein, avant que ça devienne, que ces défauts ne viennent, ne fassent, par exemple, ces défauts pourraient générer de la colère en toi à ce moment-là. Oui, c'est possible. C'est possible que tu passes de l'attachement à la colère. De toute façon, les deux sont très liés, hein, l'attachement et la colère. Hein. Donc, oui, il faut être très habile et bien regarder. C'est une méditation. Hein. Mais avec la méditation, justement, on apprend le discernement. C'est ça qui est intéressant. Christian, juste pour rebondir sur ce que disait Yasmina, c'est que moi, j'avais l'impression aussi, jusqu'à aujourd'hui, que quand on parlait d'attachement, l'attachement pouvait être, et le désir pouvait être relié au désir ou au rejet, et pas forcément à l'aversion. C'est-à-dire que on peut être attaché, avoir toujours une personne en se crispant sur cette personne aussi, et lui voir tous les défauts de la terre. Et c'est une forme d'attachement aussi. Enfin, moi, jusqu'à aujourd'hui, je pensais que c'était aussi ça, l'attachement. C'était pas que sur les qualités ou que sur la possessivité, etc. C'était aussi sur la façon de projeter des choses sur la personne qui était... C'est pour ça que ça me parlait pas mal, ce que disait Yasmina aussi. C'est un attachement un peu plus subtil, disons. Voilà. Ça pouvait être désir ou rejet. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Et que l'aversion, c'était après quelque chose qui était vraiment de la colère. Quoi, voilà. Ouais, d'accord, très bien. Une bonne précision, ouais, intéressant. Oui. Moi, j'ai une confusion, c'est pas clair du coup par rapport au terme que tu utilises entre graine et empreinte. Parce que graine, tu as dit tout à l'heure que c'était différent des empreintes, que les empreintes, c'était plutôt de l'accoutumance. Ouais. Enfin, et là maintenant, tu dis que le karma introducteur, avec le lien avec après le résultat avec la conscience, c'est une empreinte de la conscience. Attends, le karma introducteur. Oui, tu sais, dans ce schéma-là, voilà. Et alors là, tu as parlé d'empreinte dans la conscience. De graines, je voulais dire, pardon. Ah, parce que ensuite tu as dit facteur activateur au moment de la mort. Tu as dit font mûrir les empreintes. De graines, c'est une erreur. D'accord. Merci de l'avoir relevé. Les graines. D'accord. Oui, parce que du coup, là, je ne comprenais plus. Non, bien sûr. D'accord. Okay. Non, c'est une erreur de ma part. C'est les graines. Oui. Bon, écoute, au revoir. Ouais. Là aussi, je pense qu'elle a dit un peu vite aussi, je pense. C'est les graines, oui. Déino. Après, on va arrêter là, pour faire une petite pause. Ce matin, il a été abordé le fait de s'entraîner à faire apparaître le processus de dissolution qui mène à la vacuité tout au long de sa vie en méditant. Est-ce qu'il serait possible de connaître les méthodes ou les techniques, en fait? Mais on l'a fait, ça, déjà, dans Découverte du bouddhisme. Non, on l'a fait au moins une fois. Alors, j'ai oublié, Christian. Tu n'étais peut-être pas là, ce jour-là. Merci de ton indulgence. Je te reconnais bien là. C'est bon. Il y a un processus de dissolution des consciences grossières jusqu'à la claire lumière
qui correspond à ce qui est vécu au moment de la mort et auquel on peut s'entraîner pendant la méditation, où on fait comme si on simule en fait le processus de la mort en imaginant les différentes absorptions des éléments les uns dans les autres. Donc d'abord l'élément terre, dans l'élément eau, l'élément feu, l'élément air, etc. Et puis après les trois consciences qui se résorbent progressivement. Donc ça, c'est une méditation c'est assez courante qu'on fait pour justement s'habituer à ces résorptions des consciences grossières. Et la conscience la plus subtile à laquelle on arrive, c'est la claire-lumière. Mais là, bien sûr, quand on fait cette simulation par la méditation, sauf si on est vraiment bien avancé, on ne perçoit pas la claire-lumière, on imagine la claire-lumière. La vraie perception de la claire-lumière, c'est au moment de la mort que l'on a, à condition de la reconnaître, comme disait Geshe. Et pour pouvoir la reconnaître, il faut s'y être entraîné de son vivant, pendant la méditation, où on a déjà une certaine familiarisation avec la séquence progressive des dissolutions. Alors, même si on n'a pas la claire-lumière, si on ne voit pas la claire-lumière au moment dans la méditation, on a déjà le cheminement jusqu'à la claire-lumière. Et après, la claire-lumière, on aura plus de chances de la reconnaître au moment de la mort parce qu'on sera prêt. On sera préparé parce qu'on aura justement établi une familiarisation avec tout le processus. Et si vous reconnaissez la claire-lumière, ben, vous avez une vision directe de la vacuité. D'où l'intérêt de faire ces méditations. Okay. Et Geshe-la a dit, la claire-lumière, c'est la vacuité. Je ne sais pas s'il l'a dit, mais en tout cas, Valérie lui a posé la question, il a dit oui. C'est la claire-lumière, c'est la vacuité. Si vous reconnaissez la claire-lumière, vous réalisez directement la vacuité. Et ça, c'est une des méthodes qu'utilisent les tantras, par exemple, justement, pour pouvoir réaliser la vacuité. Au lieu d'utiliser les raisonnements logiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les raisonnements logiques, mais les deux, ça va se compléter. Les raisonnements logiques vont vous amener à une certaine compréhension intellectuelle de la vacuité, ou plus, peut-être, compréhension conceptuelle, ou voire non conceptuelle, tandis que la méditation sur le cheminement, sur le processus de la mort, va vous amener directement à une perception directe de la vacuité. Oui. Pardon Christian, est-ce que tu peux, parce que du coup je croyais que j'avais compris, mais a priori pas du tout, répéter la différence entre les graines et les empreintes? Est-ce que les graines, c'est rapport au karma et les empreintes, rapport au facteur perturbateur ou rien à voir? C'est toujours par rapport au karma. Les graines, c'est ce qui est là dans le continuum mental, et avant qu'une action se produise. C'est ce qui va déclencher l'action. Après, les imprégnations, c'est quand on a activé certaines graines et qu'il y a eu des facteurs perturbateurs qui sont apparus. Et là, justement, ça met des imprégnations de plus en plus fortes sur notre continuum mental. Mais à la base, il y a les graines. Écoutez, vous demanderez à Valérie ce qu'elle a voulu dire, parce que là, je ne sais pas si elle voulait dire graine ou si elle voulait dire empreinte. Peut-être qu'on pourra lui faire préciser tout à l'heure encore, de nouveau. Ça serait intéressant, justement. Quelle est la différence entre empreinte et graine? Pourquoi elle a dit empreinte? D'accord. Ouais. Bien. Ah oui, que j'ai eu... Myunga m'a envoyé un message, votre correctrice, donc, qui me dit de vous préciser une chose. Beaucoup de personnes ici, beaucoup de gens, ici ou pas, quand vous répondez aux questions et que vous parlez de la bodhicitta, apparemment, c'était pas très, très clair ce que vous comprenez par bodhicitta. Certaines personnes apparemment se trompent vraiment sur ce mot ou l'utilisent d'une manière un peu souple, un peu lâche, quoi, par rapport à ce que c'est. Donc la bodhicitta, je vous le rappelle, c'est ce qu'on développe quand on médite sur l'esprit d'éveil. D'abord, on fait naître la compassion et l'amour ou la bienveillance.
Ensuite, l'aspiration, la pensée spéciale qui veut prendre sur soi le fait de libérer tous les êtres des samsara et les amener à l'éveil. Et la bodhicitta vient à ce moment-là. C'est-à-dire quand on a développé la compassion, la bienveillance, la pensée spéciale de vouloir libérer les êtres et les amener à l'éveil. Et à ce moment-là, la bodhicitta apparaît, c'est-à-dire il y a une bodhicitta d'aspiration, où on aspire vraiment à atteindre l'éveil pour le bien des êtres, mais d'abord en premier, on aspire à amener les êtres à l'éveil, et pour ça, on va atteindre soi-même l'éveil. Et après, il y a l'engagement à le faire en prenant, par exemple, les vœux de bodhisattva ou en s'engageant sur les 6 perfections. Donc la bodhicitta, c'est l'aboutissement en fait d'un processus de méditation qui commence par l'équanimité, ensuite le développement de l'amour, de la bienveillance, enfin de la compassion, de la bienveillance, de la pensée spéciale, et l'aboutissement de ça, dans les 6 causes et un effet, 6 causes, l'effet, c'est la bodhicitta. Donc c'est vraiment quelque chose de très très précis, la bodhicitta. C'est pas juste... Parfois on confond compassion et bodhicitta. C'est pour ça, donc attention, dans vos... voilà. Christian, moi justement, je fais partie des personnes, j'avais marqué compassion équanime pour bodhicitta. Compassion, mais c'est beaucoup plus que ça. Ah, c'est ça, c'est pas assez. Oui, bodhicitta, c'est le sanskrit. Esprit d'éveil, c'est le français. C'est la même chose. Bodhicitta, c'est esprit d'éveil. C'est un processus comme les 6 causes et un effet. Il faut 6 causes pour développer la bodhicitta. Pour avoir la bodhicitta, pour faire naître la bodhicitta. D'aspiration et d'engagement. Mais ce n'est pas la compassion, la bodhicitta. La compassion, c'est quoi ? C'est ressentir la souffrance des autres. Vous êtes d'accord avec cette définition ? On ne supporte pas que les autres souffrent. On veut libérer les autres de la souffrance ? Oui, bien sûr. Mais c'est quoi la compassion ? Soyez précis dans vos définitions. C'est une voiture, c'est un pantalon, c'est quoi ? C'est un objet, c'est vouloir. C'est une conscience, un esprit, un état d'esprit, un facteur mental, ouais, qui c'est le souhait de libérer tous les êtres de la souffrance et des causes de la souffrance. Souhait de libérer tous les êtres de la souffrance et des causes de la souffrance. Compassion. Ouais. L'amour ou la bienveillance. Amour ou bienveillance, on utilise le même terme. C'est le souhait que tous les êtres aient le bonheur et les causes du bonheur. C'est les deux des 4 incommensurables. La pensée supérieure, c'est quoi ? C'est la volonté ou le souhait, si vous voulez, le souhait de vouloir par soi-même, soit seul, prendre la responsabilité. On l'appelle aussi responsabilité universelle, la responsabilité de libérer soi-même tous les êtres de la souffrance. Okay ? Ça, c'est la pensée spéciale. Et la bodhicitta, c'est l'effet de ces causes-là. Bon, on n'y est pas encore. On va en parler. Je pense qu'il y aura encore un enseignement, à moins qu'il finisse aujourd'hui, peut-être. Oui. Ouais. Tout à fait possible qu'ils finissent aujourd'hui. Non, oui. Ok, on fait une petite pause, un quart d'heure. Bien, eh bien, merci pour votre écoute. Ceux qui sont sur Internet, désolé, il y a un peu de
d'interactions comme ça auxquelles vous ne participez pas, mais j'espère quand même que vous vous sentez intégré au groupe. Voilà. Bon enseignement tout à l'heure. Ah oui, il y a eu des questions qui ont été envoyées. Elles seront envoyées à Geshe-la, hein, parce que je n'ai pas eu le temps d'y répondre directement. Donc je pense que Geshe-la y répondra ou les intégrera dans son exposé tout à l'heure.